Evening News. Une coalition de partis politiques annonce la mise en place d'un cadre de suivi pour le respect de la transition. Une analyse sur cette initiative vous sera proposée par Fanta Diarra en cours d'édition. Pour exiger l'application de l'article 39, les enseignants montent au créneau. Ils ont tenu un meeting ce matin au stade Omnisport Modibo Keïta. La suite avec nos reporters. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans le journal Joliba Evening News. Afin de faire un bloc contre un éventuel prolongement du délai de 18 mois imparti pour la conduite de la transition et l'organisation des élections, une quarantaine de partis et regroupements politiques annoncent la mise en place d'un cadre de suivi pour le respect du délai de la transition. Le récit avec Fanta Diarra. De grandes figures de la scène politique nationale ont fait le déplacement pour assister à cette réunion qui avait comme objet la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Parmi eux, l'on peut citer Dr Bokari Treta du RPM, Soumelo Boubé Maïga, Asma CFP, Tchemoko Sangare Adema, Ousseini Amion Guindo, Kodem, Moussa Mara Yelema et d'autres. Déterminés, ils montent au créneau et mettent en garde les autorités de la transition contre une éventuelle prolongation de la transition. Les élections doivent être organisées dans les délais impartis conformément à la position du peuple et celle de la communauté internationale, soutiennent-ils. Au dire de Soumeilou Boubé Maïga, président de l'ASMA CFP, cette rencontre est l'occasion d'aborder un certain nombre de questions d'actualité dans les délais de transition. Aussi, il a rappelé son attachement au consensus interne et national dégagé sur les délais de 18 mois. L'ensemble des acteurs politiques présents ont affiché leur volonté commune d'accompagner la transition pour la bonne conduite des initiatives qui sont inscrites dans la charte de la transition. Mais surtout, dans le délai prescrit et la mise en place d'un cadre de suivi pour le respect du délai de la transition, affirme Moussa Mara, ancien Premier ministre. Ayant un objectif commun, qu'est la tenue des prochaines élections dans les délais, ils ont aussi réaffirmé leur accompagnement pour une transition réussie. Depuis le début de la transition, cette rencontre est une première entre les acteurs politiques et différents bords. À noter que les élections prochaines sont prévues pour février 2022. Tous appellent au respect de la durée de la transition. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont tenu un meeting ce matin au stade Omnisport Modibo Keïta. Objectif, exiger l'application complète et entière de l'article 39. Moussa Tembine et Adama Sanogo pour le compte-rendu. Pour appliquer l'article 39, les syndicats de l'éducation avaient déjà enchaîné des marches, des grèves et sit-ins. Le 17 juin dernier, un procès verbal de réconciliation a été signé entre le gouvernement et les syndicalistes pour l'application du dit article. Jusque-là, force est de reconnaître que son application complète et entière fait défaut. Une raison de plus pour les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 de prendre d'assaut le stade Omnisport Modibo Keïta. Nous ne sommes pas attachés à l'article 39 pour sa beauté ou bien parce que c'est un chiffre fétiche. Nous sommes attachés à l'article 39 parce que ça apporte quelque chose aux enseignants. L'article 39, le statut n'est pas abrogé, l'article 39 n'est pas abrogé, donc qu'ils le mettent en application. L'ordonnance que le gouvernement a fait sortir le 16 juillet 2021, prendre une ordonnance et unifier les grilles, et cette grille n'est pas conforme, d'autant plus que cette même ordonnance a dit que la grille des enseignants n'est pas abrogée. Donc si cela n'est pas abrogé, force est de la loi qu'ils doivent appliquer l'article 39. À défaut de ne pas appliquer l'article 39, le gouvernement doit devoir s'attendre à une grève. Soutient Ousmane Almoudou. Nous sommes en train de nous préparer pour le préavis. Et la grève, je vais dire, qui commence le 9 de ce mois. Le gouvernement nous a adressé une correspondance. Cet après-midi, on va se réunir pour y répondre à cette correspondance-là. Et nous sommes en train de nous préparer pour la grève. Selon les spécialistes, l'application de l'article 39 va coûter à l'État 58 milliards de francs CFA par an. L'État traîne les pieds pour son application. Les enseignants montent au créneau pour se faire entendre. Manifestation à Kaï dans la commune rurale de Hawa Dembaya. Des jeunes en colère ont bloqué hier l'axe Kaï-Lontou où se trouve le barrage hydroélectrique de Felou. Ils réclament la réparation immédiate de ce tronçon.
Le glamour et la sensualité sont aussi à l'honneur dans cette édition. Véritable must-have du kit de beauté du make-up, le rouge à lèvres est à l'honneur. Cet accessoire de beauté serait le plus populaire au monde et chaque 29 juillet, tous les pays du monde célèbrent le rouge à lèvres. Aminata Chektal. En effet, le 29 juillet de chaque année est l'occasion de mettre à l'honneur, pendant 24 heures, le plus populaire des produits de beauté au monde. Le rouge à lèvres est un produit de cosmétique permettant de souligner les lèvres en les colorant ou non. Longtemps associé à la couleur rouge, d'où son nom en français le rouge à lèvres, est aujourd'hui plus qu'un produit de maquillage. Il est décliné dans des milieux de nuances et existe en différentes variétés. Selon des études archéologiques, la première utilisation du rouge à lèvres date d'environ 5000 ans. En Mésopotamie, une région historique du Moyen-Orient située entre le Tigré et l'Euphrate, le produit cosmétique était en effet réalisé à partir de pierres semi-précieuses, broyées et mélangées à de la pâte ou de la cire d'abeille. Présent dans les civilisations d'Égypte antique et en Grèce antique, il se popularise au XVIe siècle. En 1770, le Parlement britannique l'a banni car il considérait qu'il s'agissait d'une tentative diabolique pour tromper les hommes. Tandis que dans certains milieux, il était associé à la sorcellerie et on le soupçonnait de contenir des substances empoisonnées. À l'époque, Sarah Bernhardt, une actrice française, a fait, paraît-il, un scandale en se mettant du rouge à lèvres en public. La reine Victoria la considérait alors comme impolie. En 1880, Guerlain crée « Ne m'oubliez pas », le premier bâton de rouge à lèvres à base de cire à bougie, tandis qu'après la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel fait sensation avec sa bouche rouge à l'époque réservée aux actrices, aux mondaines et aux prostituées. La couleur rouge ayant fait sensation pendant des années, c'est désormais en nude que le rouge à lèvres est encore plus prisé. Une chose est sûre, en matière de coloris, chacune en aura pour son compte. Dans un autre registre, motivation, changer le Mali a tenu un point de presse hier. Objectif, rassembler les Maliens de tous les bords pour la réussite de la transition. Écoutons un extrait de la déclaration de son président Mohamed Attaher Maïga. Il est au micro de Moussa Tembine. Notre association est née de la prise de conscience de l'enjeu de cette situation qui se joue en ce moment même au Mali, par un conflit et une crise multidimensionnelle sévissant au nord et au centre de notre pays et faisant depuis des années des victimes civiles et militaires. Aujourd'hui, le pays traverse une transition difficile et l'espoir est permis. Malgré les défis que le temps nous impose, nous avons un gouvernement et une CNT qui fonctionnent, mais les insuffisances demeurent. L'accord de paix et de la réconciliation ici du processus d'Alger reste pratiquement éphémère en ce qui concerne son application sur le terrain, malgré les efforts fournis. Le pays se dirige vers des élections générales, devant aboutir à la mise en place des institutions légales et légitimes. Mais force est de reconnaître qu'il faut davantage d'efforts pour y parvenir, ce qui doit permettre l'implication de toutes les forces vives de la nation. À présent, nous allons parler de l'image du Mali selon des regards extérieurs. Un institut américain classe le Mali comme faisant partie des 10 pays les plus conflictuels au monde. Les dernières années ont été marquées par diverses manifestations dans le pays, parmi lesquelles les guerres terroristes, les conflits intercommunautaires, l'insécurité grandissante. À celle-là, il faut ajouter la pandémie du Covid-19. C'est au regard de ce fort constat que des enquêtes ont classé le Mali comme l'un des pays les plus conflictuels au monde. À la une également dans ce journal, la Journée panafricaine des femmes avec la série de portraits de femmes que nous vous proposons dans chaque édition. Nous vous amenons donc à la découverte de Madame Safia Babi, une restauratrice de carrière. Elle exerce ce métier depuis 3 décennies. Celle qui sait reconnaître la saveur d'un plat à distance rêve de créer une école de gastronomie. Son portrait avec Aruna Salia Kone. Safia Babi est le métier de la restauration, un hasard imposé par le destin. Une imposition du destin qui est finalement devenue une passion. Née dans les années 60 à Gao, Safia Babi s'était investie dans la transformation du lait. Nous sommes au crépuscule du régime de Moussa Traoré. Son entreprise fera faillite. Avec la sollicitation des amis et sa volonté d'être indépendante financièrement, elle va se lancer dans la restauration avec presque rien.
Vers la chute du régime de Moussa Traoré, je m'étais installée ici à Boulkassobougou pour vendre du lait. La restauration est venue après. Je faisais les plats à petite quantité. Je ne m'y connaissais pas assez. Je vendais un plat à 200 francs, 100 francs. Ça marchait un peu. À l'époque, tout était moins cher. À travers les ans, elle impose sa marque à Boulkassobougou et environ. À midi, c'est l'embouteillage dans le resto. Ils viennent de Sochiba, Sangarebougou, Djelibougou, Bankoni, etc., etc. Selon les clients, la cuisine de Madame Babi garde un goût original, ce qui fidélise une clientèle depuis plus d'une décennie. Il fait des plats purement magnifiques et extraordinaires. Plus de 10 ans, 15 ans que je suis fréquemment ici. Je connais plusieurs personnes qui viennent de Djelibougou, Boulkassobougou, Bankoni, ils préfèrent ces plats. L'accueil aussi, vraiment, c'est chaleureux. Donc, raison pour laquelle chaque fois, chaque après-midi, je suis là vraiment. La pratique faisant la perfection, Madame Babi est désormais une vétérane de la gastronomie malienne. Elle confie connaître la saveur d'un plat même avant de l'avoir goûté. De visu, je peux vous dire si un plat est bon ou pas. Si je goûte, je peux dire quelles sont les épices qui manquent. Des distinctions, Safia Babi en a eu à travers ses métiers. J'ai compéti avec des hôtels. J'étais la seule gargotière. C'était organisé par l'Omato. Je suis sortie deuxième de la compétition. Madame Babi se plaint aujourd'hui de la chaleur du feu, l'une des difficultés dans ses métiers. À cause de la chaleur dégagée par le feu, mon visage me brûle maintenant. M'approcher du feu me fait très mal. Mademoiselle Dao est la fille adoptive de la patronne. Elle évolue auprès d'elle depuis 20 ans. Les recettes culinaires du resto ne sont plus un secret pour elle. J'ai appris le fonctionnement d'un restaurant, l'accueil des clients. Je connais bien les recettes. Elle m'a appris à bien cuisiner. Aujourd'hui, je peux bien faire sans son assistance. Comme Mademoiselle Dao, le rêve de Madame Babi est d'initier les futures épouses à l'art culinaire local à travers un centre de formation. Il y a longtemps, j'ai pensé à former les gens à cuisiner, mais je n'ai malheureusement pas le moyen financier. L'ambition est là, mais le fond manque le moyen. Les restos Babi continuent tout de même à servir du bon goût au grand bonheur de ses fidèles clients. Maintenant, voici l'image du jour, la tour de Tokyo ou Tokyo Tower. Il s'agit d'une tour rouge et blanche située dans l'arrondissement de Minato à Tokyo au Japon. Son concept est fondé sur celui de la tour Eiffel de Paris. Elle a été réalisée par Tashu Naito, architecte, ingénieur et professeur japonais. La tour mesure 332,6 mètres de haut, soit 7,6 mètres de plus que la tour Eiffel, qui en mesure 325 en incluant son antenne, ce qui en fait l'une des plus hautes tours en métal du monde. Sa surface est de 23 100 mètres carrés. Elle comprend 6 étages et 4 ascenseurs. L'édifice ne pèse que 4 000 tonnes, ce qui est bien moins que les 10 100 tonnes de la tour Eiffel. La construction démarre en 1957 et s'achève en 1958. La tour ouvre au public le 23 décembre de la même année. 176 ampoules réparties en différents endroits éclairent la tour. L'hiver, elle est illuminée en orange et l'été en blanc. Comme usage, elle sert pour des besoins de diffusion de la radio, de la télévision ou encore de communication et d'observation. Le coût pour sa construction s'élèverait à 2,8 milliards de yens, soit 8,4 milliards de dollars en 1958. Élément du patrimoine culturel national du Japon, l'antenne dominante de la tour de Tokyo ou Tokyo Tower s'est tordue lors du séisme du 11 mars 2011. Suivons à présent l'actualité hors de nos frontières avec Mohamed Attaher Alidou.
Le porte-conteneur Ever Given, qui a bloqué le canal de Siège pendant près d'une semaine en mars, finalement arrivé dans le port néerlandais de Rotterdam aux premières heures de jeudi 29 juillet. Le navire a fermé l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde et a causé un retard dans le commerce mondial. Il a ensuite passé plus de 3 mois en fourrière par l'autorité du canal de Suez lors d'un différend sur l'indemnisation avec ses propriétaires. Le navire de Cassamès, chargé d'environ 18 300 conteneurs, a mis 3 semaines pour effectuer le voyage de l'Égypte aux Pays-Bas. Il restera dans le port jusqu'au lundi 2 août, date à laquelle il poursuivra son voyage jusqu'à un port à conteneurs britannique. Le nouveau Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, a déclaré que le gouvernement prévoyait de créer les conditions pour que la nation des Caraïbes tienne des élections aussi rapidement que possible après l'assassinat du président Jovenel Moïse au début du mois. Déjà aux prises avec la paralysie politique, le malaise économique et la violence des gangs, Haïti est plongé dans la tourmente par le meurtre de Moïse que le gouvernement a imputé à un groupe de mercenaires principalement colombiens. La mission de ce gouvernement est de préparer les conditions pour qu'on ait des élections le plus rapidement possible, des élections libres, honnêtes, transparentes. Le Premier ministre Henry a déclaré qu'il s'efforcerait de restaurer la confiance dans le gouvernement et qu'il y aurait un dialogue avec la société civile et les dirigeants politiques pour parvenir à un consensus sur la manière d'aller de l'avant. Un consensus pour que nous arrivions à un accord entre la force politique, la société civile, dans le meilleur délai. Les puissances occidentales ont encouragé Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, à organiser des élections le plus tôt possible pour donner une légitimité démocratique au gouvernement. Des élections présidentielles et législatives devraient avoir lieu en septembre. La lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé figuraient parmi les intervenants lors d'un sommet mondial sur l'éducation, exhortant les États à engager des fonds pour améliorer l'éducation dans les pays en développement, en particulier pour les filles. Le sommet mondial du partenariat mondial pour l'éducation, GPE, co-organisé par les gouvernements du Royaume-Uni et du Kenya à Londres, a fixé l'objectif à 4 milliards de dollars. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que les fonds seraient la part du lion des 5 milliards de dollars nécessaires au GPE pour atteindre les objectifs qui permettraient à 40 millions de filles de plus d'aller à l'école, des filles de 12 ans et à 20 millions de filles d'être alphabétisées d'ici l'âge de 10 ans. Des centaines de Palestiniens ont assisté aux funérailles d'un garçon de 12 ans abattu par les troupes israéliennes mercredi dernier alors qu'il se trouvait dans une voiture avec son père en Cisjordanie. L'armée israélienne a déclaré qu'un de ses soldats avait ouvert le feu en direction des roues de la voiture après avoir conclu que le véhicule avait été impliqué dans une activité suspecte. Les Palestiniens contestent le compte. Nous examinons l'affirmation selon laquelle un mineur palestinien a été tué à la suite des coups de feu. L'incident est en cours d'examen par des officiers supérieurs, a déclaré l'armée dans un communiqué. Le garçon a reçu une balle dans la poitrine, a déclaré le ministère palestinien de la Santé à la suite de l'incident dans le village palestinien de Beid Omar, près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Il est décédé quelques heures après avoir été transporté d'urgence dans un hôpital voisin. Après ces funérailles, des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et des soldats israéliens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.